Et je voudrais introduire Madame Michèle Vaubaillon, qui est magistrat du service des experts et des professions, c'est-à-dire pas uniquement les experts, mais les notaires, les huissiers, tous ceux qui ont une interface juridique et qui dépendent du parquet général de la Cour d'appel de Paris. Et on voudrait la remercier d'avoir accepté de nous donner les différents aspects du fonctionnement et des qualités pour pouvoir faire ce type d'expertise qui sont très particuliers. Messieurs les présidents, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les académiciens, je tiens à vous dire que je suis très honorée d'intervenir devant vous et je tiens à remercier tout particulièrement le docteur Mercier pour son accueil. Je vais donc évoquer devant vous les conditions et les modalités pratiques d'accès à l'inscription sur les listes d'experts. Lorsque se pose à lui un problème de responsabilité médicale consécutif à une intervention chirurgicale, le juge, qu'il soit civil ou pénal, peut, soit d'office, soit à la demande des parties, soit à la demande du ministère public, lorsqu'il s'agit d'une affaire pénale, ordonner une expertise confiée à un ou plusieurs experts, dont un expert spécialisé en matière chirurgicale. En pratique, la recherche de la responsabilité des différents intervenants au sein de l'équipe médicale, puis la détermination du préjudice corporel vont amener le juge à désigner, Salut Philippe. assez souhaitable, une collégialité d'experts, dont un ou plusieurs spécialistes faisant autorité dans le domaine chirurgical. Les experts sont normalement choisis sur une liste dressée annuellement par les cours d'appel et par la Cour de cassation. Toutefois, le juge a la possibilité de missionner un expert qui n'est pas inscrit sur une telle liste, à condition de motiver sa décision et de faire prêter serment aux techniciens ainsi désignés. L'inscription sur les listes d'experts est régie par deux textes, la loi du 29 juin 1971 et un décret du 23 décembre 2004, textes qui ont été modifiés depuis lors à de nombreuses reprises. Voyons l'inscription sur les listes d'experts. Il est dressé chaque année une liste nationale et une liste par cour d'appel sur lesquelles sont inscrits les experts qui interviennent en matière civile et en matière pénale. Les listes sont établies conformément à une nomenclature qui a été fixée par deux décrets de 2005 et de 2006. La nomenclature se divise en 8 branches, de A à H, elles-mêmes subdivisées en rubriques, ces dernières étant en spécialité. La branche F est consacrée à la santé, la rubrique F03 est dédiée à la chirurgie, et la chirurgie est divisée en 13 spécialités: chirurgie digestive, chirurgie générale, chirurgie infantile, chirurgie maxillofaciale et stomatologie, chirurgie orthopédique et traumatologie, chirurgie plastique reconstructrice, esthétique et brûlologie, chirurgie thoracique et cardiovasculaire, chirurgie vasculaire, chirurgie obstétrique, neurochirurgie, ophtalmologie, otorhinolaryngologie et urologie. L'inscription sur une liste de cour d'appel est le préalable à l'inscription sur la liste nationale. Le spécialiste qui souhaite être inscrit sur une liste de cour d'appel doit satisfaire à un certain nombre de conditions et suivre une procédure que je vais décrire maintenant, tout d'abord en ce qui concerne l'inscription sur la liste de la cour d'appel. La première inscription. Il convient de préciser, avant d'envisager la première inscription, que l'expert judiciaire n'exerce pas en tant que tel une profession. En demandant à être inscrit sur la liste d'une cour d'appel, le candidat accepte de consacrer une partie de son temps au service de la justice et de lui apporter son concours, ses connaissances techniques, son expérience professionnelle en exerçant les missions qui pourront lui être confiées. Les conditions d'inscription sont au nombre de 5.
Conditions d'âge, le candidat à l'inscription doit être âgé de moins de 70 ans. Conditions de qualification, le candidat doit justifier, exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une activité en relation avec la spécialité demandée dans des conditions lui conférant une qualification suffisante. Le candidat, notons-le, peut demander son inscription dans plusieurs spécialités. Le candidat doit remplir des conditions d'honorabilité. Il doit justifier qu'il n'a pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative. En pratique, il lui est demandé de fournir à ce sujet une déclaration sur l'honneur. L'expert doit présenter des conditions, doit satisfaire à une condition d'indépendance. Et je rejoins ce qui a été dit par le magistrat du Conseil d'État il y a un instant, mais là, il s'agit de prévenir des conflits d'intérêts systématiques. Il pourrait y avoir des conflits d'intérêts systématiques si l'on inscrit sur une liste d'experts un technicien qui travaille comme expert privé d'une compagnie d'assurance de façon très importante. Si le simple fait d'être expert privé d'une compagnie d'assurance de temps en temps n'est pas un obstacle à l'inscription, en revanche, le fait d'avoir une activité importante pour une ou plusieurs compagnies d'assurance peut devenir un obstacle à l'inscription sur la liste. Enfin, dernière condition que doit remplir l'expert, c'est une condition relative au domicile. On ne peut être inscrit sur une liste de cour d'appel que si on exerce dans son ressort son activité principale ou si, lorsqu'on n'a plus d'activité professionnelle, on y a sa résidence. Quelles sont les modalités d'inscription? La demande doit être adressée avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République, dans le ressort duquel le candidat expert exerce son activité où il y a sa résidence ainsi qu'il a été dit. En pratique, il suffit au candidat de remplir un dossier préétabli qui se trouve sur le site internet de la cour d'appel. Celui-ci précise d'ailleurs les justificatifs qui doivent accompagner le dossier de demande d'inscription. La constitution du dossier relève de la seule responsabilité du candidat. La demande doit indiquer là où les rubriques, là où les spécialités dans lesquelles il souhaite être inscrit. Elle doit préciser bien évidemment les titres, les diplômes, les différentes fonctions qu'a occupé le candidat, ses travaux scientifiques, techniques, professionnels. En ce qui concerne les médecins, ils doivent fournir, ils doivent justifier de leur inscription à l'ordre des médecins. La demande doit également indiquer les moyens et les installations dont le candidat dispose. Si le candidat appartient à la fonction publique hospitalière, il doit fournir une autorisation de cumul d'activités. Cette obligation existe également pour les agents non titulaires d'un établissement hospitalier relevant du secteur public. Les experts, les candidats experts doivent également fournir une lettre de motivation. Cette lettre de motivation doit faire état non seulement de ses compétences, mais elle doit faire état de l'intérêt qu'il porte pour l'institution judiciaire. Et ça pourra être, on en a parlé tout à l'heure, la preuve qu'il a obtenu un DU ou un DIE spécialisé en matière d'expertise, comme le DUI de réparation du préjudice corporel. Il peut également fournir la preuve qu'il a assisté à des formations organisées par la compagnie des experts, des médecins experts en l'espèce. Le procureur de la République, dans le cadre de l'instruction du dossier de la demande, va solliciter l'avis du Conseil de l'ordre et de la compagnie et des experts judiciaires compétents. Le dossier est ensuite transmis à la cour d'appel. Il est alors soumis à une instruction qui est faite par un magistrat du siège et un magistrat du parquet qui s'assure que le candidat remplit bien ces conditions et qui font rapport devant l'Assemblée générale de la Cour d'appel. Car en définitive, c'est l'Assemblée générale de la Cour d'appel qui, chaque année, au cours de la première quinzaine du mois de novembre, va décider de l'inscription sur les listes d'experts. La décision prise
doit être motivé lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. Les décisions d'admission n'ont pas à être motivées. Les décisions sont susceptibles de recours devant la Cour de cassation dans un délai d'1 mois et la Cour de cassation va exercer un contrôle variable suivant la nature de la condition en cause. Quand c'est une condition objective telle l'âge, la domiciliation, elle procède à un contrôle de légalité. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une condition subjective, comme l'appréciation de la compétence, de la qualification du candidat, à ce moment-là, la Cour de cassation procède à un contrôle extrêmement réduit, c'est le contrôle de l'erreur manifeste. Elle s'assure que l'Assemblée générale de la Cour n'a pas commis une grosse erreur d'appréciation. À la suite de la première inscription, le candidat expert va prêter serment lors d'une audience solennelle de la Cour d'appel. Au cours, la formule de la prestation de serment indique, dans le cas du serment, l'expert s'engage à apporter son concours à la justice, à accomplir sa mission, à faire son rapport, à donner son avis en son honneur et sa conscience. Concrètement, l'expert s'engage à accomplir ses missions avec diligence, dans le respect des textes et des principes, et notamment le principe d'indépendance, mais je ne reviendrai pas à ce sujet, et aussi dans le respect des délais. Il s'engage également à suivre des formations en matière technique et en ce qui concerne les principes directeurs du procès et les règles procédurales applicables aux expertises. Pour permettre à la Cour d'appel de vérifier le respect par l'expert de ces règles, l'expert doit fournir des états. Il doit fournir un état de ses missions et il doit fournir un état de ses formations. L'état de ses missions doit être rempli de façon précise. Il doit indiquer la date à laquelle les missions lui ont été confiées, si elles ont fait l'objet de prorogation, et la date du dépôt du rapport. S'il y a eu de nombreuses prorogations, il est souhaitable, la Cour d'appel a tendance à l'exiger, l'expert doit expliquer les motifs de la longueur de l'expertise. Pour demeurer inscrit sur la liste de la Cour d'appel, l'expert doit obtenir sa réinscription. La première inscription est valable pour 3 ans. On parle de période probatoire. Au terme des 3 ans, avant le terme des 3 ans, il doit solliciter sa réinscription en quinquennale, c'est-à-dire pour 5 ans. Ensuite, il doit demander sa réinscription tous les 5 ans. Pour être réinscrit, il doit établir qu'il remplit toujours les conditions générales d'inscription, c'est-à-dire honorabilité, domicile et autres, mais il doit établir également qu'il a respecté les obligations particulières qui sont nées de la prestation de serment, c'est-à-dire qu'il doit à nouveau produire ses états de mission pour qu'on apprécie sa pratique professionnelle, et il doit également fournir ses états de formation. Il doit solliciter sa réinscription avant le 1er mars de la dernière année, c'est-à-dire de la 3e année s'il est en probatoire, de la 5e année s'il est en quinquennale. S'il ne respecte pas cette règle, l'expert cesse d'être inscrit au 1er janvier de l'année suivante. S'il est missionné néanmoins, ce qui arrive assez souvent en pratique, il doit prêter serment, et s'il souhaite à nouveau être expert, il doit faire une demande de première inscription. En pratique, pour éviter les inconvénients d'une non-réinscription, le procureur général, en ce qui concerne la Cour d'appel de Paris, va envoyer une lettre aux experts inscrits pour les inviter à se réinscrire, et il est fourni à ce moment-là un dossier de réinscription. Il suffit de remplir ce dossier de réinscription. Le dossier doit être adressé au procureur de la République du lieu d'exercice ou du lieu du domicile, et le procureur de la République va procéder à une instruction de ce dossier, et ce dossier, lorsqu'il sera instruit par le procureur de la République, il va être transmis à une commission de réinscription. Et cette commission de réinscription présente l'avantage d'associer des magistrats de juridiction à des représentants des compagnies d'experts.
Cela fait qu'il y aura un regard du professionnel et un regard des magistrats utilisateurs, entre guillemets, de l'expert. Donc, la commission de réinscription va examiner, bien sûr, si les conditions que j'ai définies précédemment sont bien remplies. Cet avis de la commission va être transmis ensuite à l'Assemblée générale de la Cour qui va, elle, décider de l'inscription ou non-réinscription. Je tiens à dire quand même que l'Assemblée générale de la Cour d'appel, comme la commission de réinscription d'ailleurs, est très vigilante en ce qui concerne l'examen de l'obligation de formation en ce qui concerne les experts qui se trouvent en probatoire. Elle exige qu'ils aient suivi le cycle de formation des nouveaux experts organisé par les compagnies d'experts et qui sont organisés par la compagnie, enfin par le regroupement des compagnies. En ce qui concerne les experts qui sont déjà inscrits, qui sont en quinquennale, l'exigence est le suivi d'une formation en matière de respect des principes directeurs du procès et de la procédure parente. L'expert qui est inscrit depuis plus de 5 ans de façon continue devant une cour d'appel, sur une liste de cour d'appel, peut solliciter son inscription sur la liste nationale. L'inscription sur la liste nationale est décidée par le bureau de la Cour de cassation. Elle est valable pour une durée de 7 ans et elle est renouvelable avec la même périodicité. Les conditions d'inscription, eh bien, dans le texte, il y en a une, c'est celle que je viens de décrire, c'est l'obligation d'avoir été expert sur une liste de cour d'appel pendant 5 ans de façon continue. En pratique, pour être inscrit sur la liste nationale, le candidat doit justifier de titre éminent d'une activité expertale soutenue et de qualité dans le respect des délais et étendue sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel. Ça, c'est une condition dont le respect est vérifié de façon très scrupuleuse par le bureau de la Cour de cassation. Il faut aussi que l'expert ait justifié de publications scientifiques, de communication orale dans des congrès au niveau national, voire international. La Cour de cassation considère que l'expert inscrit sur la liste nationale doit avoir une notoriété au niveau national. Le bon expert de cour d'appel n'est pas systématiquement inscrit sur la liste nationale. Il faut que sa notoriété dépasse le ressort d'une cour d'appel. Le candidat adresse sa demande au procureur général près la Cour de cassation qui instruit le dossier et qui transmet le dossier au bureau de la Cour de cassation avec son avis. Le bureau de la Cour de cassation va dresser la liste nationale après avoir entendu le procureur général et après rapport de l'un de ses membres. La décision du bureau de la Cour de cassation est susceptible de recours devant la Cour de cassation. La décision rendue par la Cour de cassation, qu'elle soit positive ou négative, est sans aucune incidence sur l'inscription de la liste de la Cour d'appel. Ce qui veut dire que le candidat inscrit sur la liste nationale doit, comme tout expert inscrit sur la liste de cour d'appel, régulièrement solliciter sa réinscription. Parfois, certains l'ont oublié, ce qui est quand même toujours très gênant parce que dans ces cas-là, il faut recommencer par une inscription probatoire. Alors, je crois qu'il convient de dire aussi, en fin d'examen des conditions pour être inscrits sur les listes, que les experts judiciaires peuvent, lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans, solliciter l'honorariat. Ils peuvent solliciter l'honorariat s'ils ont été inscrits pendant 10 ans sur la liste de la Cour de cassation et pendant 15 ans sur une liste de cour d'appel. Il n'existe pas de liste d'experts honoraires, même si le nom des experts honoraires figure
dans l'annuaire des experts de la Cour d'appel de Paris. Ils ne sont pas inclus dans la liste, de sorte qu'ils ne font plus partie des experts inscrits et s'ils sont désignés, ils doivent prêter serment comme tout technicien dans le respect des règles que je vais décrire maintenant. Maintenant, parlons du choix de l'expert par le juge. Alors, l'article 1er de la loi relative aux experts judiciaires, la loi de 1971, dispose « Sous les seules restrictions prévues par la loi et les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation, réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute personne de leur choix. Le libre choix reconnu au juge quant à la personne du technicien s'explique par l'importance que revêt en la matière la considération de la personne. Celle-ci préside non seulement au choix de l'expert, mais également à la règle selon laquelle l'expert commis doit accomplir personnellement la mission qui lui est confiée compte tenu de ses compétences personnelles. Des règles analogues au civil et au pénal vont décliner la liberté pour le juge de choisir un expert non inscrit. En définitive, le principe, c'est que le juge choisit un expert inscrit soit sur une liste de cour d'appel, soit sur la liste de la Cour de cassation. Mais il peut, à titre exceptionnel, choisir un expert qui n'est pas inscrit. Dans ce cas-là, il doit motiver sa décision et il doit faire prêter serment à l'expert. Il doit motiver sa décision. Alors, les motivations du recours à un expert non désigné sont toujours les mêmes. Elles s'appuient sur la compétence particulière du technicien choisi et sur l'impossibilité de trouver un expert inscrit sur une liste dans la spécialité demandée au moment où elle est demandée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le respect de la motivation et le respect de la prestation de serment conditionne la validité de l'expertise, que ce soit au civil ou au pénal. La possibilité pour un technicien d'être désigné pour procéder à une expertise sans être inscrit sur une liste lui permet de découvrir le travail de l'expertise, lui permet de découvrir la technique de l'expertise et comme dans ce cas-là, il est en général désigné avec un expert qui est lui-même inscrit et aguerri, ça peut être un moyen pour lui de se former à l'expertise. C'est en tout cas un moyen pour le praticien expérimenté de mettre son expérience au service de la justice sans obérer son exercice professionnel. Et ça peut être pour lui également un marchepied pour être inscrit sur une liste d'experts s'il le souhaite. C'est aussi, cette disposition présente un intérêt manifeste pour la justice, un intérêt évident pour la justice, quand le vivier des experts inscrits dans une spécialité est saturé, ou plus encore, quand il n'y a pas d'experts inscrits dans une spécialité. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler de la question des besoins. Lorsqu'il s'agit d'inscrire un expert sur une liste de cour d'appel, pour la première inscription, il y a une condition que la jurisprudence a créée, c'est la notion de besoin des juridictions du ressort. Ça n'est pas prévu dans la loi, mais la jurisprudence considère que l'on doit apprécier l'opportunité d'inscrire un expert compte tenu des besoins des juridictions. Ce critère n'intervient plus après au niveau des réinscriptions, mais au niveau de l'inscription, ça joue. Alors, je siège depuis 5 ans maintenant, bientôt 6 ans, à la commission de réinscription des experts et j'instruis des dossiers de première demande. Je peux vous dire qu'en ce qui concerne les experts dans la branche santé, en chirurgie en particulier, on n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de besoin, car il y a des besoins conséquents en matière médicale et en matière de chirurgie particulière. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Madame, vous allez rester là. Je vous remercie pour maintenant tout est clair pour l'inscription sur les listes, la formation. Ça répond à une question préalable de notre secrétaire perpétuel. Monsieur le Président. Je voudrais vous poser, je vais me mettre devant le micro parce que sinon on ne peut pas entendre. Je vous remercie pour cette introduction, enfin cet exposé très clair. Je voudrais juste vous poser une question un peu annexe. Dans ma profession, je faisais quelque chose d'assez original et particulier, et donc j'ai souvent été sollicité. Et comment on situe, j'allais dire, les sollicitations par des experts qui vous demandent un avis et que vous êtes désigné comme sapiteur? Comment ça se situe dans votre schéma? C'est-à-dire que moi, j'ai souvent été sollicité, alors que je n'étais pas expert, par des experts qui m'ont dit « Est-ce que tu peux regarder mon dossier et donner ton avis ?» Alors, quelle est votre position là-dessus? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, je trouve que c'est… Oui, moi, je trouve que c'est très bien. Et ce que je pensais vous dire, et je ne l'ai peut-être pas dit, c'est que le plus souvent, lorsque le juge va désigner un expert hors liste, c'est dans le cas d'une collégialité, parce que son nom lui a été soufflé par le premier expert désigné. Moi, je sais que j'ai été juge d'instruction à une époque de ma vie. J'ai eu quelques affaires de responsabilité médicale avant de verser dans le dossier, dans le domaine financier. Et c'est vrai que moi, j'étais très contente quand le premier expert que je désignais me soufflait le nom d'un collègue. Alors, vous parlez de sapiteur. Le terme sapiteur s'applique au procès civil, que je connais moins bien, mais le sapiteur peut parfaitement être un expert non inscrit. Ça ne soulève pas de… Oui. Je ne suis pas sûr, c'est un terme qu'on emploie souvent. Il vaut mieux employer effectivement le terme de sachant, parce que je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier, mais sapiteur, c'est en fait un barbarisme. Ça n'existe pas, enfin, c'est un terme inventé, je pense. Bon. Je sais qu'au pénal, on ne l'utilise pas du tout. J'ai entendu utiliser par mes collègues au civil, mais je marche sur la pointe du pied. Et je sais, enfin, je me tournais vers Jean-François, qu'est-ce que vous pourriez… Enfin bon, en chirurgie, on connaît, il y a quand même quelques experts, mais je sais très bien qu'il y a des spécialités. Tenez, mettez-vous devant la caméra, madame, parce que voilà, moi, ils me connaissent et vous, ils vous connaîtront mieux. De la difficulté dans certaines spécialités, je pense à nos collègues psychiatres. Ah oui. Moi, pour les rapports que j'ai eus, ça fait plus de 35 ans que je suis expert après la Cour d'appel de Nancy et 20 ans après la Cour de cassation, mais on a des difficultés à trouver les psychiatres. C'est des gens particuliers, ils ne veulent pas être experts. On a énormément de difficultés à trouver des experts inscriptibles. C'est très clair. C'est assez clair parce que dans la promotion de médecine à la faculté, tout le monde ne fait pas la psychiatrie. Bon, ça c'est le premier point. Et deuxième point, les psychiatres, ils n'aiment pas travailler avec la justice, ni avec les gendarmes. Voilà, en gros, c'est difficile de trouver ceux qui veulent faire la psychiatrie médico-légale. Alors, il y en a qui connaissent bien l'évaluation du dommage, c'est ceux qui font du pénal. Et ceux qui ont l'habitude d'aller aux assises. Et quand on arrive en fin de carrière chez eux, ils ont fait beaucoup de pénal en psychiatrie, ils acceptent de donner des avis en civil sur l'évaluation du dommage. Alors on va recevoir, puisque c'est enregistré, c'est sur YouTube, je viens de dire que les psychiatres n'aiment pas la justice et les gendarmes. Oui. Bon, c'est ton avis, hein. Ce n'est pas l'avis de l'Académie nationale de chirurgie. Voilà. Non, mais c'est une parenthèse. Y a-t-il d'autres questions, mesdames, messieurs? Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui, je vous entends. C'est Olivier Jardet. Olivier Jardet. Monsieur Jardet, mon cher collègue, monsieur le député, allez-y. Non, mais la loi de 2004 associe les experts aux commissions de réinscription et je regrette que les experts ne soient pas présents dans la commission d'inscription pour les périodes probatoires. Et moi, je plaide toujours pour une modification législative parce que on est expert, mais on est aussi professionnel et on peut donner aussi notre avis, même si je suis tout à fait d'accord avec les magistrats, c'est pas parce qu'on est un bon professionnel qu'on est un bon expert. Mais il faudrait aussi que c'est dommage que dans la loi de 2004, les experts et les compagnies d'experts ne soient pas associés à cette inscription dans la période probatoire. On leur demande seulement leur avis aux compagnies. Oui, alors c'est moins fort que… C'est illégal en plus. Hein. Avec moi, vous n'avez pas le droit. Mais effectivement, vous le faites. Vous le faites.
Enfin, je sais qu'à Paris, on le fait systématiquement. Ah, vous le C'est vrai faites systématiquement. À Amiens, moi je suis président de la compagnie d'Amiens, ils me le font, mais en me le disant comme ça, demandant leur avis, mais non, ils ne le font pas officiellement. Moi, j'ai été président de la compagnie donc à Nancy, il y a déjà plusieurs années, mais on le faisait systématiquement quand même. La justice, le magistrat le faisait. Chez nous, c'est systématique. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant que ça soit fait dans le cadre d'une commission. Mais ça serait quand même très lourd. Peut-être pas pour les médecins parce qu'il n'y a pas énormément de candidats, mais je pense au cas des interprètes et traducteurs qui sont qualifiés d'experts. En ce qui les concerne, il y a parfois 400 candidatures à Paris. Oui, tout à fait. Si je puis me permettre, il y a dans le dernier numéro de la revue Expert de décembre 2020 un document de Pierre Saupiquet qui parle de la sélection du primo-accédant en titre d'expert. Les 3 paradoxes, je vous conseille vivement la lecture de ce document qui va dans le sens que vous venez de discuter. Merci, monsieur. Alors, Merci donc, infiniment, madame. Madame Vaubayon, grand merci pour tout votre exposé et qui est déjà suivi d'un document papier qui pourrait être des pages du Dalloz. Donc, si vous voulez, c'est très documenté, c'est à jour et ça servira de base pour l'ensemble des membres de l'Académie qui pourront s'y référer puisque le document écrit, il est déjà fait. Voilà. Donc, après, sur le plan général, je voudrais remercier tous les gens qui en présentiel sont là et surtout tous les gens à distance. Remercier le professeur Iraj Brandbach, le président, le secrétaire général et le dernier mot sera au président qui veut terminer cette séance aujourd'hui. Merci, mon cher Jean-François. Donc, il est temps de clore cette séance scientifique de l'Académie nationale de chirurgie. Merci à toi, mon cher Jean-François. Merci à vous, mon cher collègue, cher Giraj, d'avoir organisé cette session autour de l'expertise. Vous voyez que c'est un petit peu compliqué, mais je suis sûr que maintenant, tout est clair. Et l'essentiel, pour paraphraser le poète, c'est que finalement, que l'expertise jaillisse comme une rare fleur pour les patients. Et je crois que comme ça réglera un certain nombre de problèmes. En tous les cas, merci aux magistrats qui nous ont fait la gentillesse de nous donner une notion, on va dire, formelle, judiciaire, de droit, qui était tout à fait accessible, que tout le monde a compris. Merci aux collègues experts et merci à toi, mon cher Jean-François. Merci, mon cher collègue, d'avoir organisé cette séance. Je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien, préservez-vous et surtout, faites-vous vacciner. Voilà. Merci.